Alors mon domaine, très très vite, pour vous présenter, je suis une chercheuse appliquée à l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique et automatique, au laboratoire qui a un très joli nom, POEM, qui veut dire propagation d'ondes, études mathématiques et simulations, et qui se situe donc à l'UMA, qui est l'unité de mathématiques appliquées, qui est dans l'ENSTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Tout ça se situe dans l'université Paris-Saclay, sur le site du campus Polytechnique. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, et je vous rassure, on s'y perd nous-mêmes. Donc en fait, nous sommes, donc là c'est les permanents de mon labo, et nous sommes des chercheurs soit de l'ENSTA, soit du CNRS, soit de l'INRIA. Donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu la complexité de la recherche, de l'architecture de la recherche et la diversité des chercheurs. Et donc je ne vais absolument pas vous parler de ce que je fais. Pour ceux qui seraient intéressés, demain, il y aura un fil noir plus sur le sujet. Alors, j'imagine que ça vous est souvent arrivé quand vous allez dans des soirées, vous rencontrez des gens et on vous demande inévitablement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, quand je réponds je suis mathématicienne, je vous laisse imaginer un petit peu les réactions. Donc, j'ai des réactions des fois de dégoût, de rejet, d'admiration, en tout cas rarement de l'indifférence. Et quand j'étais jeune femme, si par hasard j'étais face à un jeune homme charmant, j'évitais de lui répondre ça si je voulais pas qu'il tourne le dos direct pour s'adresser à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc en général, en tout cas, il y a beaucoup de questionnements. Alors là, c'est plutôt un bon cas. Il pose réellement des questions, il est vraiment curieux, soit il est poli. Donc voilà, ça doit être passionnant, tu fais des calculs toute la journée, mais qu'est-ce qu'on peut chercher en maths? Donc effectivement, quand les plus courageux veulent vraiment comprendre, c'est pas forcément facile de leur expliquer ce que nous faisons dans nos labos. Alors justement, quand Jérôme m'a demandé de faire cette conférence, je me suis demandé comment est-ce que les gens nous percevaient et quelles étaient les questions qui se posaient sur les mathématiciens et notre métier. Donc j'ai fait une sorte d'enquête auprès de mes amis Facebook. Et j'ai fait une petite liste des questions qui revenaient souvent ou des remarques. Et je vais essayer, je prétends pas répondre à toutes ces questions, mais je vais essayer d'en aborder quelques-unes. Donc pourquoi il y a des gens bizarres qui s'intéressent à faire des maths? Qu'est-ce qu'on peut découvrir encore en mathématiques? C'est bizarre, il y a encore des choses à découvrir. Est-ce que tous ceux qui sont mathématiciens sont forts en calcul? Alors juste une petite parenthèse, ça c'est une idée complètement fausse. Et en fait, moi, par exemple, je suis vraiment nulle en calcul mental. Bon, je m'en vante pas, hein, mais c'est comme ça. Et pour moi, les maths, c'est vraiment pas du calcul. Une anecdote, quand j'étais en famille, on jouait à un jeu de société, vous savez, puis alors c'était à moi de noter les points. Et à la fin, bon, moi je me contentais de noter. Et à la fin, quand il fallait faire les scores final, je sors ma calculette. Et là, je vois ma tante horrifiée. Mais comment? Mais t'as pas fait les calculs au fur et à mesure? Bah non, ma calculette, elle fait ça très bien. Et donc voilà, elle comprenait pas, et les gens comprennent pas en général. Alors ils sont pas tous comme moi, hein, mais les maths, c'est quelque chose d'autre. C'est pas juste du calcul, c'est quelque chose d'abstrait. Et il y a un plaisir à faire des maths, et je vais essayer de vous en donner un petit aperçu dans la suite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça étonne les gens. Les mathématiciens, ils sont tous assez différents les uns des autres, mais il y a un moteur commun qui est le plaisir, et ça aussi, ça peut étonner, mais ils ont tous du plaisir à faire des maths. J'espère que vous allez ressentir un petit peu ça au fur et à mesure. Alors, vous avez peut-être vu que dans cette liste, il y avait en fait des choses que j'ai regroupées en deux. Donc il y aura une petite intro sur qui nous sommes,
Donc la première partie, c'est plutôt sur les mathématiciens. Est-ce que c'est des savants fous, des génies? Est-ce que les maths, c'est pas pour les filles? Dans la deuxième partie, j'espère qu'on va voir et peut-être comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais aborder plus l'aspect qu'est-ce que c'est que la démarche mathématique, qu'est-ce qui motive les gens à faire des maths, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration et à quoi ça sert, etc. Alors, qui sont les mathématiciens? Alors, juste quelques chiffres. En France, on est 4000 et dans le monde, on est entre 80 et 100 000. Alors, est-ce que le mathématicien est une mathématicienne? Alors là, j'en vois qui vont se dire « Oh là là, encore une femme militante féministe qui va nous asséner des chiffres. » Alors, comme vous voyez, je suis une femme. Donc, je trouve ça intéressant de voir un petit peu ça. Effectivement, nous sommes assez peu nombreuses. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Je ne sais pas si c'est flou, non? Il y a quelque chose à faire pour régler? Il n'y a rien à faire. Ah bon, tant pis. Donc, en France, au CNRS et à l'INRIA, donc mon institut de recherche, on est à peu près 17% de femmes. Et donc, effectivement, c'est pas beaucoup. Et c'est un peu dommage. Donc, s'il y a des jeunes filles dans la salle, je les encourage à venir faire augmenter ce pourcentage. Alors, est-ce que tous les mathématiciens sont des génies? Alors, en général, ceux qu'on connaît, ce sont ceux qui ont eu des prix prestigieux. Donc, je suis sûre que vous en connaissez certains, notamment Cédric Villani, qui était, paraît-il, un habitué de cette conférence. Comme vous le savez, en maths, il n'y a pas de prix Nobel. Il y a une médaille Fields, mais qui n'est pas tout à fait comme le prix Nobel, parce que le prix Nobel, ça vient récompenser les travaux de toute une vie. La médaille Fields, c'est pour des chercheurs en dessous de 40 ans. Donc, il y a 4 médailles Fields tous les 4 ans. Et récemment, il y a un nouveau prix qui a été créé, le prix Abel. Et il y en a un par an, et c'est plus comme le prix Nobel. Lui, il n'y a pas de limite d'âge. Donc vous voyez, si vous comptez bien, ça fait 2 prix par an. Et par rapport au nombre de mathématiciens dans le monde, ça fait pas beaucoup. Donc en fait, en dessous, c'est dommage que ce soit flou. Donc en dessous, vous avez plein des ouvriers des mathématiques, dont je fais partie, qui sont moins connus, qui sont plus dans l'ombre. Et donc parmi eux, il y en a qui sont très forts, et puis il y en a qui sont qui juste apportent leur contribution. Moi, je vois ça comme un jeu de construction auquel vous mettriez une brique pour faire avancer la connaissance en maths. Alors, une des idées reçues qu'on a vues, c'est les maths, c'est pas pour les filles. Alors, pourquoi? Effectivement, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans nos domaines. Est-ce que c'est un problème de cerveau? Qui a dit oui? Donc, je vous laisse découvrir ce petit reportage que je trouve assez instructif. Filles, garçons n'auraient pas les mêmes capacités en maths, tout simplement une histoire de confiance en soi. Pendant 1 an, des chercheurs du CNRS ont étudié ce qui se passait dans leur cerveau. Installés dans cet IRM, parfaitement conscients, ils vont résoudre des équations mathématiques. 8 secondes pour ce calcul difficile. Les résultats obtenus sont presque les mêmes entre les filles en rouge et garçons en bleu. Mais à l'inverse, une simple petite phrase va tout changer. Dans la série d'exercices qui va arriver, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes. Une performance différente. Une idée martelée, répétée depuis des générations. Les garçons auraient la bosse des maths, les filles ne seraient pas des matheuses. Ces idées reçues vont visiblement transformer le cerveau des filles, au point de voir apparaître ici, dans cette zone en jaune, une émotion négative qui va leur faire perdre leurs moyens. C'est vraiment une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des émotions, c'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça ne marche pas très bien. Et de fait, le score de bonnes réponses obtenues par les filles est inférieur. Lorsque le stéréotype est activé, les femmes sont à peu près à
pas tout à fait à 65%, alors que les hommes sont à 10 points de plus, donc un peu plus de 75%. Dans les environnements où plane l'idée d'une différence entre les hommes et les femmes, et bien entendu à la faveur des hommes, elles font moins bien que ce qu'elles devraient faire en réalité. La réussite des femmes dans ces filières-là pourrait être encore bien meilleure si ces filières étaient une fois pour toutes débarrassées des stéréotypes négatifs qui planent sur les femmes en matière de sciences, d'une façon générale. Et face à ces stéréotypes, pas d'intervention sur le cerveau, aucune réponse médicale possible. Le seul moyen de lutter contre ces différences se joue en famille et sur les bancs de l'école, le plus tôt possible. Voilà, donc vous voyez que tout repose sur la confiance en soi. Donc les filles, faut pas hésiter, faut y aller. Alors, à quoi ressemble un mathématicien? Donc je ne sais pas quelle image vous avez des mathématiciens. J'en ai mis. Alors en fait, j'ai été très franco-française. Là, j'ai mis tous les prix, donc médaille Fields et prix Abel français à gauche. Et à droite, c'est sur un site qui s'appelle Blogamat où on est censé reconnaître 25 mathématiciens. Donc je sais pas si ça, peut-être que certains correspondent à l'image que vous en faites, peut-être d'autres moins. Je ne sais pas si vous voyez un point commun. Voilà, tous des hommes. Et donc il y a cette jeune femme qui correspond peut-être moins à l'image qu'on a des mathématiciens. Donc quand j'ai préparé cette conférence, j'étais très contente de pouvoir vous la présenter. Peut-être que certains la connaissent. Mariam Mirzakhani, c'est une jeune femme extrêmement douée qui a eu la médaille Fields en 2014, qui était la première femme mathématicienne à avoir cette médaille Fields. Donc c'est vraiment un événement qui était plutôt joyeux et malheureusement elle vient de décéder. Elle a eu la médaille Fields en 2014, elle avait 37 ans. Elle vient de décéder le 14 juillet, là, à peine 40 ans. Donc c'est vraiment un grand malheur et du coup j'avais envie de lui rendre un petit hommage ici. Et d'essayer de comprendre sur quoi elle travaillait. Je suis bien incapable de vous dire exactement sur quoi elle travaillait, parce qu'en maths, il y a énormément de domaines différents, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et son domaine à elle est très éloigné du mien, donc je ne peux pas vraiment comprendre. Mais je vais essayer quand même de vous donner un petit aperçu de ce qu'elle faisait. Et donc elle a travaillé sur ce qu'on appelle des surfaces de Riemann et de la géométrie hyperbolique. Alors les surfaces de Riemann, vous voyez, c'est un peu comme des pneus là, ou des bretzels mous avec des anses. Et puis bon voilà, il y a des choses à faire en maths là-dessus. Et donc vous voyez apparaître là dans l'énoncé un certain nombre de disciplines différentes. Donc il y a écrit surface de Riemann, la géométrie hyperbolique, l'analyse complexe, la topologie, la dynamique. Donc ça, c'est plein de domaines mathématiques. Et en fait, les gens qui font des ponts entre les différentes disciplines sont vraiment très importants. Et la plupart de ceux qui ont eu des prix importants sont comme ça, font des ponts entre les disciplines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ces disciplines? Vous avez peut-être remarqué donc le mot géométrie. Donc ça peut être surprenant. On peut se dire mais comment ça se fait qu'il y a encore des choses à découvrir en géométrie? Qu'est-ce que la géométrie? Vous la connaissez tous, on en a appris à l'école. Les droites, les cercles, les figures géométriques simples. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau à découvrir en géométrie? Alors justement, en essayant de comprendre un peu mieux ça, ça va me permettre de passer à la deuxième partie et d'entrer dans qu'est-ce qu'est la démarche mathématique. Alors la géométrie, en fait, celle qu'on connaît, qu'on a apprise à l'école, ça s'appelle la géométrie euclidienne. Alors pourquoi la géométrie euclidienne? Est-ce qu'il y a plusieurs géométries? Est-ce que y en a d'autres que la euclidienne? Alors euclidienne parce qu'en fait c'est Euclide à l'Antiquité qui en a posé les fondements. Donc Euclide c'était un des très grands mathématiciens de l'Antiquité qui a vécu à Alexandrie
et qui avait une école de mathématiciens, toute une équipe de mathématiciens qui ont contribué à écrire les éléments d'Euclide. Alors les éléments d'Euclide, c'est une sorte d'encyclopédie en 13 volumes des mathématiques où il y a les fondements de la géométrie et de l'arithmétique. Alors pourquoi est-ce que ces éléments sont vraiment importants? Parce que ils ont servi en fait de base à la géométrie pendant plus de 2000 ans. Et en fait, il se trouve que cette encyclopédie, après la Bible, c'est celle qui a eu le plus d'éditions. Alors, en fait, les éléments, ils se basent au départ sur des postulats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un postulat? C'est un résultat qu'on va supposer être vrai. On ne sait pas le démontrer. Donc, on va supposer que c'est vrai. Et à partir de ça, il pose aussi des définitions rigoureuses d'un certain nombre d'objets. Et à partir de ça, il va élaborer la théorie en écrivant des théorèmes. Alors un théorème, lui, c'est un résultat qu'on va pouvoir démontrer à partir de certaines hypothèses et à partir notamment des postulats ou des axiomes. Donc c'était vraiment novateur à l'époque parce qu'il y avait très peu de textes où il y avait des démonstrations et qu'il y avait une démarche aussi rigoureuse que celle qui est suivie dans les éléments. Donc, quels sont les postulats? En fait, c'est ceux que vous connaissez, vous avez appris à l'école. Donc, par exemple, les premiers postulats, c'est des postulats de construction géométrique simple, donc entre deux points. Vous pouvez tracer un segment de droite. Ensuite, vous pouvez prolonger ce segment par une droite en le prolongeant à l'infini. Si vous vous donnez un segment de droite, à partir d'une des extrémités qui va être le centre du cercle et l'autre extrémité, vous pouvez tracer un cercle. Tous les angles droits sont égaux dans l'espace. Et enfin, alors ce dernier postulat, qui est en fait le plus célèbre et qui est énoncé comme ça à l'époque, si deux lignes sont séquentes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est strictement inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément séquentes de ce côté. Alors, donc vous avez tous compris. Vous voyez qu'à l'époque, on utilisait un vocabulaire et un langage qui n'était pas évident à comprendre. Et en d'autres termes, par un point extérieur à une droite, il passe une seule parallèle à la droite donnée. Donc là, c'est peut-être plus clair. Et alors, en fait, ce dernier postulat, pourquoi il a été... c'est le plus célèbre parce que pendant des siècles, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont pensé qu'on aurait pu s'en passer. C'est-à-dire que là, c'est une hypothèse qui est faite, un postulat, donc on le suppose être vrai. Et il y a beaucoup de mathématiciens qui pensaient que c'était une conséquence des 4 premiers postulats et qu'on aurait pu le démontrer. Alors, ils se sont évertués jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle, et en vain. Et pour cause, en fait, on peut montrer qu'il ne découle pas des postulats précédents. Et au début du XIXe siècle, donc c'est Gauss le premier. Alors Gauss, c'est un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il était surnommé le prince des mathématiciens. Il a eu cette conviction déjà très tôt qu'on pouvait construire d'autres géométries qui ne vérifiaient pas ce postulat. Mais il n'a rien publié sur le sujet, mais c'est quand même ses travaux qui ont initié en fait la suite. Et ensuite, il y a un jeune János Bolyai, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui était le fils d'un mathématicien qui était ami de Gauss, qui a rédigé un mémoire en construisant une nouvelle géométrie non euclidienne, donc il ne vérifiait pas ce postulat. Et en fait, il s'est rendu compte un peu plus tard que Lobachevsky avait également fait des travaux similaires. Et alors c'est drôle parce que justement, ces travaux sont émergés en même temps.
de manière complètement indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en maths, que des travaux, finalement, naissent en même temps, complètement indépendamment. Et ça vient du fait qu'il y avait déjà des idées qui étaient dans l'air avant de tous les chercheurs précédents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré, en fait ? Ils ont construit une nouvelle géométrie, donc qui ne vérifie pas le cinquième postulat, et pour laquelle il existe une infinité de parallèles passant par un point extérieur à une droite donnée. Alors, il y a beaucoup de choses là qui sont dites, en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, vous voyez là, en fait, c'est une géométrie, il faut imaginer que c'est une géométrie qui s'appuie sur une surface qui n'est pas une surface plane, c'est une surface qu'on appelle hyperbolique et qui a donc une courbure. Alors qu'est-ce que ça veut dire un segment sur une telle surface ? Un segment, c'est plus un bout de ligne droite, comme on l'a vu dans la géométrie euclidienne, mais ce qu'on va appeler un segment hyperbolique, si vous voulez, c'est le plus court chemin entre deux points qui s'appuie sur cette surface. C'est aussi ce qu'on appelle une géodésique. Et la droite, c'est la même chose, étendue à l'infini. Alors vous voyez que si vous considérez alors je ne sais pas comment marche le pointeur en fait. C'est ça ? Non. Si. Donc si vous considérez ça c'est une droite en fait sur cette géométrie. Vous voyez, elle est courbe, mais c'est une droite. C'est ce qui va lier entre deux points quelconques de cette ligne. Ça va être le plus court chemin. Vous voyez, on ne fait pas ça par exemple. On fait ça. Et vous voyez que là, je me donne un point M extérieur à cette droite. Eh bien, là, on a mis 3 droites, D1, D2, D3, qui passent par le point M. Ces 3 droites sont parallèles à la droite D. Parallèles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas séquentes. Elles ne vont pas se couper. Donc, elles sont toutes les 3 parallèles à D, et pourtant, elles se coupent toutes au point M. Donc en fait, on pourrait en construire une infinité. Donc il existe une infinité de droites qui ne sont pas confondues et qui sont parallèles à la droite D. Alors, par la suite, il y a eu d'autres géométries non euclidiennes qui sont apparues, qui ont été créées, notamment par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, et qui a créé une géométrie sphérique pour laquelle, cette fois-ci, c'est un peu le contraire. Il n'existe aucune parallèle passant par un point extérieur à une droite donnée. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. Alors, voilà. C'est la géométrie sphérique. Donc, vous voyez, c'est concret, là. C'est quelque chose de concret. On voit bien que ça va s'appliquer, notamment à la Terre, par exemple. D'accord ? Donc, vous voyez que si je prends cette géométrie sphérique et que je veux aller d'un point à un autre, donc je ne sais pas si vous voyez, hop, quel va être le plus court chemin ? Eh bien, le plus court chemin, ça va être un arc de cercle. Et l'arc de cercle, si je le prolonge, ça va être un cercle dont le centre correspond au centre de la sphère. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler les droites ou les segments sur cette géométrie. Ok ? Et vous voulez le alors il faudra le rendre à ma fille parce que sinon après elle sera pas contente. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'introduire cette nouvelle géométrie ? Là, on voit que cette géométrie-là, elle est adaptée à un cas concret, à la surface de la Terre. Et lorsque, par exemple, vous représentez un plan, si par exemple vous voulez aller de Paris à Florence au hasard, et que vous regardez la route la plus courte sur une carte de France,
ça va être une droite, un segment de droite au sens euclidien. Mais évidemment, quand vous regardez au niveau de la Terre, vous savez qu'il y a une courbure. Donc quand on représente sur une carte de France, on fait une approximation. On néglige cette courbure, on représente les choses dans la géométrie euclidienne. Mais la vraie géométrie qui correspond à la réalité, c'est la géométrie sphérique. Évidemment, quand vous allez que de Paris à Florence, c'est pas grave, parce que à l'échelle de la Terre, cette distance-là, elle est petite, donc l'approximation que vous allez faire, elle est assez proche de la réalité. Mais maintenant, quand vous voulez effectivement vous placer à l'échelle de l'univers, par exemple, là c'est complètement différent. Vous allez devoir prendre en compte cette courbure. Et la géométrie qui va être adaptée, ça va être une géométrie sphérique ou elliptique pour des surfaces un peu plus aplaties, par exemple, qu'une sphère. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ces nouvelles géométries qui ont été construites au départ c'était un jeu de l'esprit, c'était vraiment abstrait. Ça vient de l'esprit des mathématiciens qui ont essayé de trouver d'autres géométries qui satisfaisaient pas le 5e postulat. Finalement, c'est ça qui va être représentatif du monde qui nous entoure et non pas la géométrie euclidienne. Alors en fait, la géométrie euclidienne, celle qu'on voit, c'est celle qu'on croit voir autour de nous, elle s'adapte à une certaine échelle. Mais lorsque vous voulez aller plus loin, eh ben vous avez besoin de changer de type de géométrie. Et la géométrie sphérique, à ce moment-là, où les géométries, ces nouvelles géométries sont fondamentales en astrophysique. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui seraient beaucoup plus calés que moi pour vous en dire plus là-dessus. Et en fait, elles ont ouvert la voie, notamment à la théorie de la relativité. Voilà. Donc, en fait, il existe plusieurs représentations de ces géométries. Par exemple, pour la géométrie hyperbolique, donc je l'ai représentée tout à l'heure comme une surface 3D, mais on peut la représenter aussi sur un disque qu'on appelle le disque de Poincaré. Alors pour ça, c'est juste une application qu'on fait, une application mathématique qui a un point de la surface 3D associe un point du disque. Et vous obtenez comme ça des très beaux dessins. Et alors en fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez les triangles bleus sur ce dessin, vous avez l'impression qu'il y a des triangles de plusieurs tailles. Et en réalité, lorsque vous approchez du bord du disque, ça représente des points qui sont sur la surface de plus en plus loin à l'infini. Donc en réalité, tous les triangles ont la même taille. Donc il y a des notions de distance qui sont complètement différentes en géométrie non euclidienne qu'en géométrie euclidienne. Et je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Escher, mais si vous le connaissez, c'est qu'en fait vous connaissez déjà de la géométrie hyperbolique. Alors les dessins, en fait, ils ne sont pas là uniquement pour faire beau. Les dessins et les représentations sont souvent fondamentales en maths. Elles nous permettent de voir et de comprendre. Donc là, on est pile poil dans le thème. Et une fois qu'on a compris des choses sur les dessins, en fait, on manie des concepts assez abstraits et on a besoin de se les représenter, d'avoir une représentation quand même plus concrète de ces théories. Et ces dessins permettent de mieux comprendre et d'aller plus loin dans la compréhension et éventuellement d'avoir d'autres angles de vue pour pouvoir justement avoir des nouvelles idées. Alors, il y a tout un langage qui a été créé autour de la géométrie hyperbolique. C'est tout un langage particulier auquel moi je ne comprends rien, parce que ce n'est pas mon domaine, encore une fois. Mais c'est souvent le cas en maths, dans les différentes disciplines. Bon, déjà, on a un langage commun des différentes disciplines, puis après, chaque discipline a développé son propre langage pour pouvoir manier de nouveaux concepts abstraits.
Alors, à partir de cet exemple, je trouve que on voit bien la démarche. Donc, comme je vous le disais, au départ, on a l'impression que c'est un jeu de l'esprit, et puis finalement, ça a des applications directement dans notre physique, hein, dans la nature. Et il y a toujours eu des interactions continuelles entre les maths et la physique. Et il y a eu beaucoup de questionnements sur ces interactions. Et c'est ce que le physicien Eugène Wigner appelait la déraisonnable efficacité des mathématiques, hein, dans un article célèbre de 1960 dont parlait Jacques Treiner dans son exposé la dernière fois. Je ne sais pas si vous étiez à son exposé. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un tout petit peu plus de lumière dans la salle, parce qu'en fait je ne les vois pas du tout et ça m'énerve. Ah voilà, merci. C'est gentil. Donc en fait, il explique justement qu'il y a cette interaction continuelle entre les maths et la physique, et c'est très très surprenant, parce qu'au départ c'est vraiment des développements complètement abstraits et qui peuvent avoir des retombées complètement inattendues. Donc si vous étiez à sa conférence, je pense que c'est ce qu'il appelait les cadeaux, en fait. Il y a des cadeaux surprenants qui arrivent de manière complètement inattendue. Et notamment pour la géométrie riemannienne, qui a été complètement développée de manière abstraite. Elle a eu donc des retombées sur la théorie de la relativité. Alors quand je préparais cette conférence, je suis tombée sur une interview de Claude Ponty. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Ponty. C'est un illustrateur et de livres pour enfants, et que je trouve assez formidable. Il invente toujours des mondes complètement extraordinaires avec des personnages incroyables. Et alors il disait, quand on lit des choses sur les grands chercheurs, les grands mathématiciens, à chaque fois on nous dit que ce sont des rêveurs, des poètes. Pour avancer en maths, il faut imaginer des choses différentes. Le jour où quelqu'un est sorti de la géométrie euclidienne, il s'est imaginé autre chose. Un triangle posé sur une sphère, des droites parallèles qui se coupaient. Moi, le jour où on m'a parlé de géométrie non euclidienne en cours, tout à coup, j'ai eu le sentiment de respirer. Voilà, je trouvais que ça illustrait bien cet exemple. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont des enfants qui parfois en ont marre de leurs parents, ils disent ouais, j'aimerais bien changer de parents. Et ben, je vous conseille le catalogue des parents. Ils pourront commander des nouveaux parents avec toutes les caractéristiques des parents. Enfin voilà, ils seront tranquilles. Vous aussi, vous serez tranquilles. Alors je fais un saut en restant dans la géométrie, mais forcément, comme je suis à une conférence d'astronomie, fallait bien que j'ai quelques transparents d'astronomie. Sinon, j'aurais peut-être pas été invitée. Donc, je vais. Alors, évidemment, j'ai un peu honte de vous parler d'astronomie, à vous qui êtes tous des férus en astronomie, qui connaissez ça bien, bien plus que moi. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu donc j'ai fait des choix. Hein. Je vais pas vous parler de tous les savants qui étaient astronomes, mathématiciens, philosophes. D'ailleurs, à l'époque, toutes ces sciences étaient liées, alors qu'actuellement elles sont toutes séparées. On a fait de grands progrès, mais du coup les gens sont spécialistes dans leur domaine et ne connaissent pas les domaines d'à côté. Donc j'ai fait le choix, j'ai fait quelques choix, et un de mes premiers choix, c'est de vous parler d'Hypatie d'Alexandrie, parce que c'est une femme et que c'est la première femme mathématicienne connue. Et en fait, vous avez peut-être vu un film, je crois, qui est déjà passé dans le passé à la conférence, qui s'appelle Agora, qui raconte un peu sa vie. Sinon, vous pouvez le voir. Et Hypatie, c'était une femme qui vivait donc à Alexandrie et qui a eu un parcours assez remarquable. Elle était fille de Théon, qui était le conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était lui-même philosophe, mathématicien et astronome respecté. Et elle a eu un parcours assez tragique. Et probablement c'est pour ça qu'elle est connue, parce que peut-être qu'il y a eu d'autres femmes
qui étaient scientifiques mais qui ne sont pas restées dans l'histoire parce que justement elles n'ont pas eu le même parcours. Donc Voltaire en parlait. Et pourquoi je veux vous parler d'elle? Parce que ça va me permettre de voir qu'est-ce que c'était les maths à cette époque. Qu'est-ce qu'étaient les maths à l'époque, donc, et sur quoi travaillait Hypatie. Alors d'abord, avant de vous dire sur quoi elle travaillait, je vous ai dit qu'elle avait eu un destin tragique, mais je vous en dis deux mots. En fait, elle était, donc, comme la plupart des astronomes de l'époque, elle s'intéressait au mouvement des planètes. Et c'était une femme libre et vraiment en avance sur son temps. Donc Théon s'est rendu compte des capacités de sa fille, donc il lui a donné un enseignement, ce qui était déjà exceptionnel à l'époque pour une fille. On se fichait pas mal de donner de l'éducation aux filles. Et non seulement ça, mais elle a occupé sa chaire d'enseignement. Donc elle enseignait évidemment que des disciples hommes. Et elle s'intéressait à l'astronomie, au mouvement des planètes, et elle aurait remis en cause le système qui était admis à l'époque, qui était le système géocentrique, qui plaçait la Terre au milieu de tout. Et donc elle a soutenu le système héliocentrique qui avait déjà été dont l'hypothèse avait déjà été faite par Aristarque des Samos bien avant, aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, donc elle était très libre, et les premiers chrétiens de l'époque ont trouvé ça insupportable et l'ont faite lapider, et elle est morte de manière assez atroce. Alors sur quoi est-ce qu'elle travaillait en fait? Elle est surtout connue pour ses travaux en géométrie sur les coniques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une conique? Bon, probablement vous savez, quand vous avez un cône avec section circulaire, donc pensez à un cornet de glace, et si vous le tranchez avec un couteau bien droit, dans n'importe quelle direction, vous obtenez une conique. Et là vous obtenez, c'est ce qu'on appelle une ellipse, qui est un cas particulier de conique. Alors donc elle aurait notamment remis en cause non seulement le système géocentrique, mais elle aurait supposé aussi, grâce à ces observations, que les trajectoires des planètes étaient non pas circulaires, mais elliptiques. Alors une ellipse, vous avez une façon très facile de la fabriquer si vous avez deux bâtons. C'est ce qu'on appelle la construction du jardinier. Vous prenez deux bâtons et une ficelle. Alors, il ne faut pas que ce soit un élastique. Il faut que ce soit une ficelle de longueur constante. Et vous accrochez la ficelle aux deux bâtons, et puis vous plantez vos deux bâtons. Et ensuite, si la ficelle est un peu plus longue que la distance entre les deux bâtons, vous tirez sur la ficelle et vous obtenez rien du tout. Voilà, vous obtenez une forme un petit peu, un cercle un peu aplati, et c'est ce qu'on appelle une ellipse. Et alors les deux bâtons, en fait, c'est ce qu'on appelle les foyers de l'ellipse, et donc les planètes tournent autour sur des trajectoires elliptiques autour du Soleil, qui se trouve en un des deux foyers. Et lorsque vous rapprochez les deux foyers, en fait, vous allez obtenir une figure qui se rapproche de plus en plus d'un cercle. Et si, à la limite, les deux foyers sont au même endroit, vous obtenez exactement un cercle. Alors maintenant, on connaît tout sur les coniques, donc ça n'a aucun intérêt de les étudier, mais à l'époque d'Hypatie, c'était ça, les maths. On étudiait ce genre de figures géométriques, et actuellement la géométrie, c'est plus du tout ça, c'est des choses beaucoup plus compliquées, comme ce que fait Mariam Mirzakhani avec la géométrie hyperbolique. Alors en fait, comme vous le savez, le système héliocentrique il est réapparu bien plus tard avec Copernic, au XVIe siècle. C'est ce qu'on appelait la révolution copernicienne, qui a été enseignée en cachette car l'Église la condamnait, bien sûr. Et puis, un siècle plus tard, il y a l'astronome mathématicien Kepler qui soutenait les idées de Copernic, et donc qui vivait à Grasse,
Et il a été obligé de quitter Grasse à cause de l'Église. Et il était en contact avec Tycho Brahe, qui lui était aussi un astronome qui vivait un astronome de Prague. De la cour impériale de Prague. Et en fait, Rodolphe II de Prague lui avait donné un château pour faire ses observations. Il avait construit d'immenses cadrans muraux grâce auxquels il faisait des observations tous les soirs à la même heure pendant 20 ans. Il a consigné toutes ses observations pendant 20 ans. Donc tout ça, je le dois à Jérôme, mon ami Jérôme Pérez. Si c'est faux, c'est lui qui est responsable. Et donc, Tycho Brahe, d'après Jérôme, il faisait de l'esclavage scientifique, puisqu'il avait des assistants. En fait, c'est pas lui qui faisait directement les observations. Et quand Kepler a dû quitter Grasse, il l'a embauché comme assistant. Alors, les relations entre les deux, elles étaient assez houleuses, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps parce que Tycho Brahe est mort au bout d'un an. Et avant de mourir, il avait demandé à Kepler de calculer la trajectoire de Mars à partir de toutes ces observations. Donc, vous imaginez 20 ans d'observations consignées. Kepler, il a fait une sorte de big data à la main. Il pensait que ça allait lui prendre quelques semaines. Ça lui a pris 6 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a calculé les positions de Mars par rapport au Soleil. Il les a mises, il les a dessinées dans le château, la grande salle du château. Alors quand je dis ça, en fait, c'est pas vrai. Il y avait des tas de calculs derrière, parce que c'était pas juste mettre les observations. Il fallait faire des calculs géométriques pour les transformer en position. Et il a représenté ça comme ça pendant des années. Et qu'est-ce qu'il a reconnu ? Et que vous reconnaissez aussi maintenant, une ellipse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la première loi de Kepler. Alors ensuite, il a fait ces 2 autres lois sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais une remarque, la 3e loi, toute la phrase qui est écrite là-bas, elle se résume en symboles mathématiques par cette formule très simple, T au carré égale C A au cube. Et en fait, c'est quelque chose qui était... donc, je vous ai déjà dit tout à l'heure, en fait, à l'époque, tout était exprimé en phrases et c'était très compliqué, en fait, d'exprimer des mathématiques. Et le langage a énormément évolué. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, l'évolution du langage. En fait, c'est exactement comme le langage de la parole. Vous savez que le langage a permis de structurer la pensée. C'est exactement pareil en maths. Donc, il y a eu toute une évolution du langage. Il y a eu des conventions, des notations qui ont été introduites. Et les mathématiciens contemporains ont beaucoup de mal à comprendre les mathématiciens de l'époque, et il faut qu'ils les traduisent dans le langage contemporain. Donc c'est vraiment comme des langues différentes. On doit faire des traductions. Alors, est-ce que ce que je viens de vous montrer là sur Hypatie et Kepler, c'est des maths ? Alors en fait, il manque, à mon sens, un ingrédient essentiel pour que ce soit des maths. Et c'est quoi cet ingrédient ? C'est comment ? Oui, j'ai entendu. La démonstration. Donc dans ce que j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas fait de maths, mais par contre, dans ce que je vous ai présenté, c'est pas vraiment des maths. Il y a l'outil mathématique qui est utilisé. Il y a Kepler, il a fait de la modélisation. À partir des observations, il a fait une hypothèse de modèle. Donc ça, c'est plutôt de la modélisation. Mais là, il n'y a pas du tout de notion de démonstration. Or, un ingrédient essentiel en maths, c'est la démonstration. Alors, je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on doit démontrer. Vous voyez le point là orange, vous voyez tous qui change de taille. Non ?
Non, parce que vous connaissez les illusions d'optique. Donc, vous savez ce que c'est qu'une illusion d'optique. Donc, on a tous, enfin, moi, je pense quand même qu'on a tous l'impression qu'il change de taille. Et de la même façon qu'on a l'impression que la base du chapeau, elle est plus petite que sa hauteur. Donc ça, c'est des illusions d'optique. Et ça montre que ce qu'on croit voir, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de démontrer les choses. Hein. Les maths, c'est ça. Donc, on a besoin de démontrer. Et ça, c'est une différence aussi qu'il y a entre les sciences expérimentales et les maths. Les sciences expérimentales, elles observent. Et elles observent évidemment ce qui nous entoure et ce qu'elles croient voir. D'accord ? Alors que les maths, on a besoin de prouver les choses. On se méfie des intuitions et des évidences. On a besoin de les montrer. Et donc, on va voir quelques exemples de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver ? Alors, un exemple très classique et très ancien, c'est sur les nombres premiers. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un nombre premier. C'est les nombres qui sont supérieurs à 2 et qui ne sont divisibles que par e et par 1. D'accord ? Donc, par exemple, 3, 5, 7, c'est des nombres premiers, alors que 4, c'est 2 fois 2, donc ce n'est pas un nombre premier. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut reconnaître un nombre premier ? Alors, par exemple, 6 700 417, est-ce qu'il est premier ? Eh bien oui, comme vous l'aviez deviné, c'est le plus grand nombre premier qui avait été découvert par Euler en 1732. Mais alors, en fait, il n'y a pas tellement de possibilités de savoir à l'avance si un nombre est premier ou pas. Il faut le diviser. Si vous voulez le diviser par tous les nombres qui le précèdent pour voir s'il est divisible ou pas, ça peut prendre du temps. Hein. Et en fait, celui-là, alors j'essaye même pas de vous le lire. Est-ce qu'il est premier ? Eh bien, non, comme vous l'aviez deviné aussi, c'est 199 puissance 9, donc 199 fois 199 fois 199 fois. Donc il n'est pas premier. Est-ce qu'on peut prédire le nombre premier suivant 6 700 417 ? Il y a plein de questions en fait. Quel sera l'écart entre les deux ? Est-ce qu'on est sûr qu'il en existe un plus grand ? Comment est-ce qu'on peut en être sûr ? Alors ça veut dire en fait, la question c'est est-ce que la liste de nombres premiers s'arrête ou est-ce qu'il y en a un nombre fini ? C'est une question qui date de l'Antiquité et à laquelle Euclide, encore lui, a répondu dans les éléments. Donc là c'est la partie nombre, arithmétique. Et voilà comment il écrit les choses. Les nombres premiers sont plus nombreux que n'importe quelle multitude de nombres premiers proposés. Je trouve ça assez joli comme formulation. Et en d'autres termes, il existe une infinité de nombres premiers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça ? Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on montre ça ? En fait, votre avis, on s'en fiche un peu. Hein. Ce qu'on veut, c'est une démonstration. Donc, comment est-ce qu'on démontre ça ? Si par exemple, vous connaissez des ensembles infinis, par exemple, si je vous dis, je ne sais plus comment ça s'appelait ce jeu-là, j'ai demandé à ma fille, mais elle ne savait pas. Lorsque, vous savez, je crois que c'est Couillou Couillou, non ? C'est pas le jeu de Couillou Couillou. Dis un chiffre, 35, 37, j'ai gagné. Vous connaissez ? Vous avez tous fait ça avec les petits, non ? Dis un chiffre, 100 001, j'ai gagné. Donc, si vous savez que pour les nombres entiers, il suffit de rajouter 1, vous aurez toujours un nombre plus grand. Donc, ça montre que les nombres entiers sont infinis. On peut toujours en trouver un plus grand. Mais pour les nombres premiers, comme on n'a pas de caractérisation pour savoir si un nombre est premier, vous pouvez lui faire n'importe quelle opération. Ça va être compliqué de savoir si ce que vous obtenez est un nombre premier. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on peut montrer ça ? Eh bien, Euclide a proposé... alors, en fait, il y a plein de démonstrations de ce résultat qui sont des démonstrations dans des domaines des maths très différents. Et Euclide en a proposé une.
Alors, je ne vous la montre pas, mais je ne vais pas vous la commenter, mais c'est simplement pour vous montrer qu'elle fait 4 lignes. Et en fait, elle est basée sur le fait que deux nombres consécutifs ne peuvent pas avoir les mêmes diviseurs. Pourquoi ? Parce que vous savez, si par exemple, deux nombres divisibles par 2, ils sont forcément écartés au moins de 2. Deux nombres divisibles par 3, ils sont écartés de 3, etc. Donc, deux nombres consécutifs, ils ne peuvent pas être divisibles par la même chose. Et c'est juste basé sur cette simple remarque. Et alors là, on voit apparaître, c'est pour ça que j'ai mis des petits dessins là, qui sont censés représenter l'élégance. On voit apparaître la notion de beauté et d'élégance en maths. Ça, les mathématiciens aiment les belles démonstrations. Et pour eux, une belle démonstration, ça va être une démonstration qui est courte, qui est astucieuse, qui est facile à comprendre. Et tout ça, c'est le cas avec cette démonstration. Alors, la notion de démonstration, en fait, elle dit beaucoup de choses sur ce qui motive les mathématiciens à faire des maths. Parce que la démonstration, lorsque vous la trouvez, c'est un peu comme une clé. Vous tournez la clé, puis vous ouvrez la porte, et puis vous êtes content que la porte s'ouvre. C'est comme une énigme. Quand vous avez résolu, vous êtes super content. Alors, si vous avez mis 10 minutes pour la résoudre, vous êtes content. Si vous avez mis 3 heures, vous êtes vraiment content. Alors, si vous avez mis des semaines ou des mois, alors là, je vous laisse imaginer le plaisir que vous avez à avoir trouvé votre réponse. Et en fait, le plaisir, c'est ça, c'est le moteur pour faire des maths. En fait, c'est un peu comme si vous vouliez résoudre une enquête. Vous allez chercher jusqu'à tant que vous n'avez pas trouvé, puis le jour où vous trouvez, c'est une satisfaction immense. Et c'est aussi la joie de comprendre quelque chose. Et ça, vous l'avez tous éprouvé. Quand on arrive à comprendre quelque chose, on est vraiment content. Et c'est une caractéristique de l'homme de comprendre les choses. Donc, c'est ce plaisir-là qui fait que y a des gens qui font des maths. Alors depuis le plus grand nombre premier découvert par Euler, il y en a eu plein d'autres. Et en fait, au moment où je vous parle, il y a des ordinateurs qui calculent 24 heures sur 24, qui font des gros calculs pour déterminer le prochain nombre premier. Et le dernier qui a été trouvé, il a été trouvé en janvier 2016. Et vous voyez, c'est lui là-bas, il comporte 22 338 618 chiffres. Vous voyez, c'est... Alors, il y a plein de questions sur les nombres premiers. Donc, par exemple, sur leur répartition, en fait, il y a beaucoup de mystères sur ces nombres premiers. Et le mystère et la magie font aussi partie des maths. On a envie de dévoiler des choses, on se pose des tas de questions et on a envie de savoir y répondre. Donc, j'ai écrit une liste là de nombres qui s'arrête à 69. Ne me demandez pas pourquoi 69, c'est un hasard. Et j'ai mis les nombres premiers en rouge. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose sur leur répartition ? Donc, vous voyez que, par exemple, entre 2 et 3, il y a un écart de 1. Entre 3 et 5, il y a un écart de 2. Quand il y a un écart de 2, on appelle ça des nombres premiers jumeaux. Entre 7 et 11, il y a un écart de 4. Donc là, on appelle ça des nombres premiers cousins. Et quand il y a un écart de 6, on appelle ça des nombres premiers sexy. Alors, ça vient de sexe en latin, qui veut dire 6. Alors, en fait, une des questions, c'est est-ce que, comme tout à l'heure, cette fois-ci, les nombres premiers jumeaux sont finis ou est-ce qu'il y en a une infinité ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la conjecture des nombres premiers jumeaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conjecture ? C'est quelque chose qu'on pense être vrai, mais on ne sait pas le démontrer. D'accord ? Donc, on fait l'hypothèse que c'est vrai, mais on aimerait bien pouvoir le démontrer. Et David Hilbert, qui était un grand mathématicien, a fait une conférence célèbre en 1900 dans laquelle il parlait... Alors, sa conférence, elle s'intitulait « Sur les problèmes futurs des mathématiques ». Et elle contenait une liste de 23 problèmes qu'il considérait comme des problèmes importants qui devaient être résolus dans l'avenir des maths. Et la conjecture des nombres premiers faisait partie, avec la conjecture de Goldbach et l'hypothèse de Riemann, des problèmes numéro 8.
Et dans cette conférence, il donnait aussi des critères de ce que c'était qu'un bon problème en maths. Donc un bon problème, ça devait être un problème qui a un énoncé facile à comprendre, clair, qui doit être difficile mais pas inabordable, sinon il se rit de vos efforts. Alors ça, c'est difficile à savoir à l'avance, hein, parce que, voilà. Alors par exemple, la conjecture des nombres premiers jumeaux, c'est une conjecture qui est encore ouverte à l'heure actuelle, et il y a énormément de mathématiciens qui travaillent là-dessus pour essayer de trouver une démonstration. Et d'ailleurs, les 3 conjectures qu'il avait mis en numéro 8, là, elles sont toutes ouvertes encore. Et enfin, un dernier critère de bon problème, c'est qu'il devait faire intervenir différents domaines des mathématiques et faire des ponts entre ces domaines. Alors, il y a eu une avancée récente en 2013 qui s'appelle la conjecture faible des nombres premiers jumeaux par Sang. Alors, qui a démontré, non pas qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, mais qu'il existe une infinité de couples de nombres premiers écartés au maximum de 70 millions. Bon, on n'est pas encore à 2, mais voilà. Et c'était déjà énorme à l'époque. Et alors, c'est amusant parce que Tsang, en fait, c'était un mathématicien qui n'a pas eu du tout une recherche prolifique. Après sa thèse, en fait, il n'a pas eu de boulot. Il a fait des petits boulots, il a dormi dans sa voiture. Bon, après, il a réussi à avoir quelques enseignements dans une université américaine, mais ça ne suffisait pas. Donc, il continuait à avoir des petits boulots. Il était comptable dans un restaurant Subway. Et en parallèle de ça, il s'amusait tout seul dans son coin à travailler sur les nombres premiers. Et il a eu ce résultat, il avait 59 ans, alors qu'il n'a jamais publié rien avant. Et les grands spécialistes de théorie des nombres n'en revenaient pas, parce qu'ils se disaient, mais d'où il sort, lui, comment il a fait ça, c'est incroyable. Et voilà, alors depuis, il a un poste de full professeur, il a même un film qui lui a été dédié. Donc voilà, tout va bien, c'est une belle histoire. Et alors, plus récemment, en 2014, un jeune chercheur, James Maynard, a ramené cet écart. Donc il est passé de 70 millions à 246. Par des techniques apparemment très différentes. Alors là encore, c'est pas du tout mon domaine, donc je pourrais pas vous expliquer exactement comment ils font. Mais voilà, alors lui, il avait 27 ans quand il a trouvé ce résultat. Donc vous voyez, il y en a un qui a 59 ans, l'autre a 27 ans. Voilà, je trouve ça plutôt optimiste de voir que tout est possible, hein, tout est ouvert. Hein. Alors à quoi ça sert tout ça ? Eh bien en fait, ça a beaucoup d'applications en cryptographie. Donc vous connaissez probablement tous ce que c'est que la cryptographie. C'est la science qui consiste à trouver des codes secrets ou à en établir. Et évidemment, ça intervient dans notre vie de tous les jours, à beaucoup d'endroits, donc dans la sécurité militaire, la sécurité bancaire, etc. Vous avez partout des messages, des mots de passe, etc. Et en fait, comme c'est très difficile d'établir si un nombre est premier, lorsqu'on a des très grands nombres et qu'on fait leur décomposition en facteurs premiers, c'est très important de connaître ces nombres premiers pour pouvoir créer des codes secrets et des cryptages. Alors vous avez un exemple pendant la guerre, que vous connaissez sans doute, avec le code Enigma, qui était un code utilisé par l'armée allemande et qui a été décrypté grâce aux travaux de Alan Turing. Et cette histoire est racontée dans le film Codebreaker, qui passe ce soir au festival. Alors je ne sais pas si c'est le film ou si c'est un documentaire sur le film. J'ai cru comprendre que c'était un documentaire sur ce film. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Alors, un autre exemple en théorie des nombres, avec la seconde conjecture de Polignac, toujours sur les nombres premiers, qui dit que tout nombre impair se décompose comme la somme d'une puissance de 2 et d'un nombre premier. Donc, par exemple, vous avez 9.
c'est 2 fois 2 plus 5. D'accord ? Alors là, en fait, vous voyez, en fait, j'ai pas tout mis, mais on peut le montrer jusqu'à 83. Donc la conjecture, elle est vérifiée jusqu'à 83. Donc c'est pas la peine d'aller faire les calculs au-dessus. Hein. Si c'est vrai jusqu'à 83, c'est que c'est bon. Vous avez deviné, évidemment, qu'elle est fausse. Hein. Et là, c'est un exemple de démonstration par le contre-exemple. Elle est fausse. Et là, je vous ai mis, pour 127, toutes les décompositions possibles de 127. Et on voit qu'aucune d'elles ne correspond à une décomposition sous cette forme-là. Donc, voilà. Alors maintenant, un exemple où on change de domaine, c'est plus la théorie des nombres, mais c'est la théorie des ensembles. Alors avec Georges Cantor, vous aviez peut-être remarqué cette citation que j'ai mise tout à l'heure, je le vois mais je ne le crois pas. Alors qu'est-ce que Georges Cantor a fait? Il a travaillé sur la théorie des ensembles et les bijections. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bijection? Si vous avez par exemple une classe et que vous avez des filles et des garçons dans la classe, vous voulez savoir s'il y a une bijection entre l'ensemble des filles et l'ensemble des garçons. Une bijection, ça veut dire que vous pouvez créer une application univoque entre un ensemble et un autre. À chaque élément de l'ensemble, vous pouvez associer un élément de l'autre ensemble et vice-versa. Alors, par exemple, si je regarde la classe qui est là-haut, en fait, je vais mettre les filles et les garçons 2 par 2. Et s'il me reste des filles ou des garçons, c'est que je ne peux pas établir une bijection. Il y a 3 garçons auxquels je n'ai pas pu associer une fille. Maintenant, évidemment, si vous avez le même nombre de filles et de garçons, vous voyez que vous pouvez les mettre 2 par 2 et du coup, vous avez une bijection entre les deux. Alors là, c'est très simple à comprendre parce qu'il s'agit d'ensembles finis. Mais lorsque c'est des ensembles infinis, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous connaissez tous des ensembles infinis. On vient de voir des exemples, hein, les entiers naturels, les nombres premiers. Et en fait, Cantor a vraiment travaillé sur cette notion d'infini grâce aux bijections. Et à l'époque, maintenant c'est quelque chose qui est plutôt rentré dans notre compréhension. On parle d'infini. À l'époque, on ne parlait même pas d'infini, on parlait de non fini. Donc c'était quelque chose qui n'était pas clair du tout. Et qu'est-ce qui s'est posé comme question? Vous voyez, par exemple, vous avez un segment de longueur 1 à gauche, et vous avez un carré, donc toute la surface du carré, de côté 1. Il s'est posé la question, y a-t-il plus de points sur un segment de longueur 1 ou dans un carré de côté 1? Alors la réponse, elle paraît évidente, à votre avis. Il y a un infini plus grand. Ça paraît évident que le segment, il fait partie du carré, et que donc le carré il est plus grand. Ouais. Eh bien, il me démontre qu'il y a exactement autant de points sur le segment que dans le carré. Et alors là, il est scotché, on dirait aujourd'hui. Il est effrayé. Il est effrayé parce que c'est complètement contraire à notre intuition. Puisque justement, le segment, il fait partie, c'est un bout du carré, donc comment c'est possible? Et c'est là qu'il écrit à son collègue et ami Dedekind que je le vois, mais je ne le crois pas. Il ne peut pas le comprendre, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il le voit, ça veut dire que là, c'est pas, il le voit grâce à l'intuition, c'est qu'il voit la preuve. Il en a fait la preuve. Et comment il en a fait la preuve? Il a établi une bijection entre ce segment et le carré. Alors, je ne vais pas vous faire, mais ce serait très facile. Hein, ceux qui seront intéressés peuvent venir me voir à la fin et je leur explique. Il y a une façon d'associer à chaque point du segment un point du carré et réciproquement. C'est donc une bijection et il établit cette bijection entre les deux ensembles infinis. Alors, là, c'est pas du tout, c'est absolument contraire à notre intuition et de la même façon, il démontre qu'il y a autant de nombres entiers pairs que de nombres entiers tout court. Alors que c'est pareil, on pourrait se dire, il y en a la moitié, puisqu'il y a les pairs et les impairs. Et non, il y en a le même nombre. Mais par contre, les nombres réels sont plus nombreux que les nombres entiers naturels. Et en fait, là, ça introduit la notion d'infini dénombrable pour les entiers ou pas pour les réels. En réalité, il a classé différentes sortes d'infinis et il y a même une infinité d'infinis.
Donc c'est quelque chose qui était absolument difficile à comprendre et qui a été longtemps mis en doute par les mathématiciens de son époque. Et d'ailleurs, il en a beaucoup souffert. Alors on dit qu'à la fin de sa vie, il était complètement dépressif. Alors on attribue ça aux réactions justement à l'hostilité des mathématiciens de son époque. En fait, il semblerait qu'il avait un trouble bipolaire. Mais voilà, il en a beaucoup souffert et c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Et plus tard, David Hilbert soutient les travaux de Cantor. Et pour enseigner ces nouvelles théories, il introduit une métaphore qui s'appelle le merveilleux hôtel de Hilbert. Et je vous laisse En découvrir. 1891, Georg Cantor défraye la chronique en annonçant au monde entier que tous les infinis ne se valent pas. Certains infinis seraient en effet plus grands que d'autres. 30 ans plus tard, David Hilbert propose lors d'une conférence sa métaphore de l'hôtel, qui permet de comprendre pourquoi l'idée de Cantor, même si elle peut sembler paradoxale au premier abord, n'a absolument rien de stupide. Ça tombe bien, j'ai environ 2 minutes pour en parler. Sur la merveilleuse planète des mathématiques, il existe quelque part un hôtel très particulier, le Grand Hôtel de Hilbert. Cet hôtel possède un nombre infini de chambres, numérotées 0, 1, 2, 3, etc. Ce soir-là, il est 19h et chaque chambre est occupée. Malheureusement, un nouveau client se présente à l'accueil et désire à tout prix une chambre pour la nuit. Puisque l'hôtel est complet, la situation semble impossible, et pourtant. Après 2 minutes de réflexion, le gérant répond « pas de problème » et annonce via les haut-parleurs de l'hôtel que chacun des clients doit changer de chambre. Le client de la chambre numéro 0 doit se déplacer dans la chambre numéro 1, celui de la chambre numéro 1 ira dans la chambre numéro 2, celui de la chambre 2 ira dans la 3, etc. Le client de la chambre N doit ainsi se rendre dans la chambre N+1. La chambre numéro 0 est donc maintenant libre et le nouveau client pourra donc y loger. On peut donc finalement dire que infini plus 1 égale infini. Malheureusement, à 21h, ce n'est pas un nouveau client qui se présente à l'accueil, mais un bus entier comportant une infinité de touristes. Dans ce bus, chaque siège est numéroté 0, 1, 2, etc. et chacun de ces touristes désire une chambre différente. Pour le gérant de l'hôtel, ce n'est encore une fois pas un problème. Après 2 minutes de réflexion, il se saisit une nouvelle fois de son micro et annonce aux clients de l'hôtel les nouvelles directives à suivre. Le client de la chambre numéro 1 doit se déplacer dans la chambre numéro 2. Celui de la chambre numéro 2 ira dans la chambre numéro 4, celui de la chambre numéro 3 ira dans la chambre numéro 6, et ainsi de suite. Le client de la chambre numéro N ira ainsi dans la chambre numéro 2N. Suite à ces déplacements, les chambres numérotées par des nombres pairs sont occupées, tandis que les chambres numérotées par des nombres impairs sont maintenant libres. Le touriste de la place 0 pourra donc loger dans la chambre numéro 1, celui du siège numéro 1 ira dans la chambre numéro 3, celui du siège numéro 2 se rendra dans la chambre numéro 5, et ainsi de suite. Le touriste du siège numéro Y ira dans la chambre numéro 2Y plus 1. Finalement, on vient de démontrer que infini plus infini égale infini. Le lendemain, Alors, je ne vous laisse pas découvrir ce qui se passe le lendemain, mais vous avez les références en fait des vidéos donc que vous pourrez retrouver sur mes transparents qui, je pense, sont quelque part, je ne sais pas. Voilà. Alors un autre exemple de certains parmi vous étaient peut-être hier à la projection du film sur Ramanujan. Donc lui, c'est vraiment complètement le contraire de Cantor. Là, Ramanujan, c'était un mathématicien. Alors, le film, il y a un film qui lui a été consacré, qui s'appelle L'homme qui défiait l'infini. Donc, on est toujours dans les questions liées à l'infini. C'était un jeune Indien complètement autodidacte et qui voyait des formules. Alors, il voyait des formules, c'était absolument incroyable, il voyait des tas de formules stupéfiantes et en 1913, il a écrit au grand mathématicien Hardy, qui était déjà réputé à l'époque, et il lui envoie une lettre avec plus de 120 formules. Et au départ, Hardy il pensait que c'était une blague de son collègue Littlewood. Et puis une fois qu'il a vu que c'était pas Littlewood qui avait écrit ça, ils ont regardé de plus près et il a écrit qu'elles devaient être vraies parce que personne n'eût pu avoir l'idée de les concevoir fausses. Alors il fait venir Ramanujan en Angleterre, à Cambridge, et ils commencent une collaboration fructueuse tous les trois. Alors Hardy le considère vraiment comme un génie.
Il aimait classer les mathématiciens sur une échelle de 1 à 100 et il s'attribuait à lui-même 25. Il donnait à son collègue Littlewood 30, à Hilbert il donnait 80 et à Ramanujan il donnait 100. Donc vous voyez. Alors Ramanujan c'était pas un esprit comme vous et moi. Il voyait des choses absolument incroyables dans sa tête. Par exemple, si vous voyez 2, vous voyez tous une formule, j'imagine. Ça va, c'est pas trop compliqué. 1 plus 1. Bon, jusque-là, nous c'est bon. Si je vous dis pi, est-ce que vous voyez une formule? Peut-être que vous voyez les décimales de pi. Ça, c'est pas une formule, hein. C'est pas une formule mathématique, mais peut-être que vous pensez au cercle, pi r2, 2 pi r, enfin bon, plein de choses. Lui, il voyait ça. Voilà. Alors. Mais alors, c'était stupéfiant parce que il voyait ça, mais il ne le démontrait pas. Il a écrit des carnets entiers, qu'on appelle les carnets de Ramanujan, plein de formules, mais il n'avait aucune notion de ce qu'était une démonstration. Donc en même temps, c'est une illustration de ce que sont les maths, parce qu'il avait une intuition incroyable, et l'intuition, c'est quelque chose de fondamental aussi en maths. On a besoin d'intuition pour essayer de savoir vers où on veut aller, voilà, pour savoir ce qu'on veut démontrer. Lui, il avait une intuition phénoménale, mais par contre, il n'avait aucune notion de la rigueur et d'une démonstration. Et donc, en même temps, ça représente quelque chose. C'est en même temps ce que ne sont pas les mathématiques. Et alors, cette formule, elle est remarquable parce que à chaque itération, en fait, vous voyez qu'il y a une série infinie. Donc, à chaque fois que vous rajoutez, si vous l'arrêtez à un grand n, à chaque fois que vous rajoutez un n plus 1 dans la somme, vous obtenez 8 décimales correctes de pi. Donc, elle a été utilisée pendant des années pour avoir des décimales de pi. Puis alors, des formules comme ça, il y en a des carnets entiers. Et en fait, sur les milliers de formules qu'il a écrites, il n'y en a que quelques-unes qui ont été prouvées qu'elles étaient fausses, dont il a été prouvé qu'elles étaient fausses. Mais la plupart, alors il y en a beaucoup qui ont été démontrées depuis, et il y en a encore beaucoup qui sont ouvertes et sur lesquelles plein de mathématiciens de théorie des nombres travaillent actuellement pour essayer de les démontrer. Donc c'était quelqu'un d'incroyable, et voilà ce que disait Littlewood de lui. Le mélange entre intuition et évidence lui donnait quelques certitudes et il n'allait pas plus loin. Alors il y a aussi une notion de divin là, de lien entre les maths et le divin, parce que Ramanujan il disait que ces formules, elles lui venaient de la déesse Namakal, qui était la déesse de son coin en Inde, et il liait ces formules à quelque chose de divin, de vraiment avec la beauté des maths dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, il a écrit tout ça. Il est mort à 32 ans. Il avait des gros problèmes de santé et il est mort à 32 ans. Donc, vous voyez, à 32 ans, il avait déjà écrit des cahiers entiers dont c'est un gros mystère parce qu'on ne sait pas d'où ça lui venait. Alors, on commence à voir ce que c'est que la démarche mathématique. Enfin, j'espère que vous commencez à voir ce que c'est que la démarche mathématique. Donc, on a vu qu'elle était construite à partir d'hypothèses, donc par exemple des axiomes et des postulats. Après, on écrit des définitions, on écrit des énoncés avec des théorèmes, et puis on essaye de les démontrer. Enfin, on les démontre. Et il y a plusieurs sortes de démonstrations. Donc on en a vu juste quelques exemples ici. La démonstration d'Euclide pour les nombres premiers, j'ai oublié de mentionner que c'était une démonstration qu'on appelle constructive. On a vu une démonstration par contre-exemple, et puis il y a des tas d'autres techniques de démonstration, par l'absurde, par récurrence, etc. Et donc un bon moyen de savoir si vous avez fait des maths, c'est de savoir si vous avez appris à faire des démonstrations. Et si vous n'avez pas fait de démonstration, vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas les maths. Voilà. Alors, les maths, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme... donc on s'entend sur un certain nombre de conventions, de règles. C'est un peu comme un jeu de société, hein. On fixe des règles et puis après on s'y tient.
on essaye de jouer en suivant ces règles. Et puis à un moment donné, si on n'a plus envie de suivre ces règles, on a le droit de changer de règles, ça veut dire qu'on change de théorie. Comme pour la géométrie, vous avez vu, on est parti de 5 axiomes. Finalement, il y en a qui ont décidé de laisser tomber le 5e axiome, et puis ils ont construit des nouvelles théories de géométrie non euclidienne. Alors, on a vu aussi que une des motivations essentielles, c'était le plaisir. Alors, j'aime beaucoup cette image-là. Trouver X, il est là. Donc il y a un plaisir qui se partage entre collègues. Alors souvent les gens ont l'idée que le mathématicien il est tout seul dans sa tour d'ivoire, il fait ses recherches tout seul. En fait c'est complètement faux. Les échanges avec les collègues sont vraiment fondamentaux. On a envie d'abord de partager. C'est vraiment très important qu'on ait le regard aussi des autres et le retour pour savoir si on part pas dans le mur. Et en fait, quand je regardais une série policière la dernière fois, vous voyez souvent dans les séries policières, ils ont une sorte de tableau là où ils mettent les différentes hypothèses. Et puis les pistes, ils explorent des pistes, puis à un moment ils arrivent à une impasse. Ah ben non, ça peut pas être lui. Donc ils reviennent, puis ils en discutent entre eux. Il y en a un qui dit ah ben non, là tu te trompes, là c'est pas possible. Et ben les maths c'est pareil. En fait, on discute entre nous, et puis on essaye d'avancer, d'explorer certaines pistes. Et puis à un moment ça marche pas. Puis alors le jour où ça marche, on est super content. Alors il y a aussi la notion de beauté. Oui, alors le plaisir. Donc c'est vrai que tout le monde ne partage pas ce plaisir, hein, c'est un peu dommage. Par exemple, quand je demande à ma fille, je lui dis viens, on va jouer, on va faire un peu de maths. Et bizarrement, elle fait la grimace et elle veut jamais venir jouer avec moi. Donc c'est dommage. Donc il y a aussi la notion d'élégance et de beauté. Donc là, j'aurais pas le temps de vous parler de ça, mais il y a un livre pour vous montrer l'importance de la beauté en mathématiques. Il y a un livre qui s'appelle Raisonnement divin et qui est un recueil de beaux résultats, de théorèmes avec des belles démonstrations et qui a été écrit en hommage à un mathématicien qui était assez extraordinaire, qui s'appelle Paul Erdos, mais dont j'aurais pas le temps de vous parler. Voilà. Et vous avez vu que donc souvent les gens pensent qu'il y a une mathématique. En réalité, ce que j'appellerais la mathématique, c'est c'est le langage partagé par tous les domaines des mathématiques et la même démarche, la même rigueur. Et ensuite, il y a énormément de domaines et de sous-domaines en mathématiques et particulièrement depuis le XXe siècle et depuis l'apparition de l'informatique. Avec l'arrivée de l'informatique, il y a eu énormément de développements qui ont des liens avec des applications. Donc vous voyez en fait que les mathématiques sont partout autour de nous. Et d'ailleurs, il y a eu un livre qui s'appelle L'explosion des mathématiques, qui est disponible en ligne, si ça vous intéresse, qui a été édité par 2 sociétés savantes de mathématiciens, donc la SMF, Société mathématique de France, et la SMAI, Société mathématique appliquée et industrielle, et qui ont donné des tas d'exemples d'exemples concrets où les mathématiques apparaissent. Et donc, on a vu apparaître la cryptographie, donc votre carte bleue, hein, il y a des maths, la robotique, bien sûr, le climat, la météo, les ondes, donc avec les téléphones portables, etc. Il y en a un peu partout. Et il y a énormément d'initiatives. Je donnerai quelques références à la fin. Les mathématiciens font beaucoup d'efforts pour essayer de faire connaître leur domaine. Et notamment avec Cédric Villani, évidemment, qui a été très actif sur le sujet avant qu'il ne se lance en politique. Voilà. Et alors, je finirai par un exemple. Alors, malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps de vous présenter des mathématiques appliquées. C'est pourtant mon domaine, mais je voudrais finir par un exemple en mathématiques appliquées qui est à la frontière entre les maths pures et les maths appliquées, avec le prix Abel qui a été remis en mai 2017 à Yves Meyer pour sa théorie sur les ondelettes.
Alors, pour ceux qui connaissent la théorie de Fourier, qui est fondamentale en maths dans beaucoup d'applications et qui s'appuie sur les fonctions trigonométriques sinus et cosinus. En fait, pour une fonction assez régulière, on peut montrer qu'elle se décompose sous forme à partir de ces fonctions trigonométriques. En gros, mais vraiment très grossièrement, les ondelettes, c'est comme une base de Fourier, mais avec des fonctions qui sont à support borné, comme vous voyez à droite. La fonction, elle s'éteint au bout d'un moment. Et ces ondelettes sont fondamentales et sont à la mode aussi dans beaucoup d'applications, notamment dans tout ce qui concerne la compression d'images numériques. Et alors Yves Meyer, c'est quelqu'un de très modeste, et donc bien avant qu'il ait ce prix Abel, il y a eu une conférence qui est d'ailleurs en ligne, c'est très intéressante si ça vous intéresse de l'écouter, qui était en 2000. Et voilà ce qu'il disait. Il disait qu'en gros, la théorie des ondelettes, elle avait vu le jour grâce à une photocopieuse. Alors, et il disait que la photocopieuse aurait dû recevoir la médaille du CNRS, parce que, en fait, la photocopieuse, elle était dans un endroit où il y avait en même temps des physiciens et des mathématiciens. Et donc, un jour où il allait faire des photocopies, il y avait un physicien qui était là et puis qui attendait. Et puis du coup, ils ont commencé à discuter. Et il lui a dit, ah bah tiens, j'ai un truc pour toi, ça pourrait t'intéresser. Et en fait, c'était le début justement de la théorie des ondelettes. Et alors, je trouve ça assez joli parce que je trouve ça assez caractéristique de la façon dont la recherche se passe en mathématiques. C'est beaucoup, comme je vous disais, basé sur des échanges. Et ça peut être vraiment par hasard qu'en discutant avec des collègues, on arrive à finalement avoir des résultats vraiment intéressants. Et on pourrait aussi décerner des prix Abel ou des médailles du CNRS à beaucoup de salles café dans nos labos. Parce que c'est aussi un endroit où on se retrouve et où on discute de manière informelle et que ça peut donner des suites intéressantes. Alors je vous remercie, et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur mon domaine, il y aura un fil noir demain sur la simulation numérique et quelques références. Merci.